Bonjour à tous. Le président de la République a annoncé hier soir la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, nouvelle étape. Sachez que votre agence Invest in Bordeaux reste à vos côtés pour vous soutenir, vous informer et vous conseiller. Un grand merci à nouveau à notre communauté d'affaires qui fait preuve, en cette période compliquée, preuve d'entraide et de solidarité. Après 4 webinaires consacrés aux mesures et dispositifs d'aide mobilisables, il était important aujourd'hui d'aborder la question des ressources humaines qui ont un rôle majeur à jouer en termes de gestion et de suivi de la crise. Comment maintenir le collectif et garder le lien entre les équipes face à cette situation inédite? Pour y répondre, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Berlioz, donc consultante en stratégie sociale et accompagnement du changement. Bonjour. Cécile Lafito, directrice régionale Nouvelle-Aquitaine. Et Alain Bonjour. Charles, consultant manager chez BPI Group. Voilà, merci à eux. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ce que nous vous proposons, c'est de pouvoir profiter de cette heure pour effectivement échanger autour de la question des ressources humaines et du lien entre les équipes et de la mobilisation des équipes pendant cette période très particulière. Ce qu'on vous propose également, c'est de pouvoir, pendant notre phase d'introduction, chatter vos attentes. Vous avez un endroit de questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes, ce qui nous permettra de voir de quelle manière, par rapport aux parties que nous avons posées sur cette présentation, si effectivement nos apports répondent à vos attentes, ou le cas échéant, de voir de quelle manière nous pourrons y répondre ultérieurement. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous chatter quelles sont vos attentes par rapport à cette thématique. Comment maintenir le collectif et garder le lien entre vos équipes. Tout d'abord, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter rapidement BPI Group et de nous présenter avec mes collègues Pauline Berlioz et Alain Charles. Alors, BPI Group, c'est un cabinet de conseil, et donc notre raison d'être, notre why, c'est faire des richesses humaines le premier levier de la performance économique et sociale. Notre métier, c'est ce que nous faisons, notre what, est de conseiller les dirigeants et les organisations en stratégie humaine au service de leur performance. Et nous aidons ainsi à faire émerger les talents et les compétences des personnes, à les mobiliser individuellement et collectivement par le sens et une vision commune des enjeux des organisations. Nous couvrons ainsi l'ensemble des besoins humains avec une approche à 3 niveaux. Tout d'abord au niveau de la personne, parce que nous considérons qu'il faut réfléchir à la bonne personne, à la bonne place et au bon moment. Deuxième niveau, au niveau de l'entreprise, parce que nous sommes persuadés aussi que la performance d'une entreprise passe par une organisation efficace et des équipes engagées. Et enfin, le troisième niveau consiste à intervenir au niveau des territoires pour mener des restructurations de manière responsable et provoquer et permettre un développement local stimulé. Tout ça pour vous dire que BPI Group est la première entreprise indépendante de conseil en stratégie humaine en France depuis 1984 et s'appuie sur un réseau à l'international et 400 collaborateurs. Nous sommes 19 bureaux principaux, dont Bordeaux qui couvre la Nouvelle-Aquitaine. Et la manière de faire notre how, quelle est notre façon d'intervenir auprès de nos clients, c'est vraiment le H2H, comme on l'appelle, le human to human, quel que soit, si vous voulez, le contexte dans lequel nous intervenons, nous nous connectons à la personne en face de nous, d'humain à humain, pour faire émerger et transformer positivement, au travers d'une démarche de co-construction avec les personnes, les organisations et les territoires, en privilégiant pour nous la notion d'intelligence collective, donc vraiment le H2H. Plus concrètement, tu peux peut-être passer à la slide voilà. Plus concrètement, ce que nous pouvons faire ensemble, et après on va passer rapidement. Les différents champs d'intervention, tout d'abord, c'est anticiper, donc je te laisse prendre la main peut-être Alain sur le premier champ d'intervention.
Oui, en effet, donc anticiper et concrétiser donc les transformations RH des entreprises. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'idée c'est tout à fait de travailler sur les compétences de demain, sur les compétences critiques dont les entreprises auront besoin demain, notamment pour la phase de rebond. Nous intervenons également dans le cadre de reclassement et pour accompagner vos mobilités individuelles. Donc, basiquement et classiquement, et notamment malheureusement dans ces périodes-là, vous pouvez, ou en tout cas dans la période post-confinement, en fonction de l'évolution de votre activité, avoir à vous séparer de certains de vos salariés, ce qu'on ne vous souhaite pas. Mais en tout cas, nous sommes là aussi pour intervenir dans le cadre de missions d'outplacement individuel, mais également dans le cadre de déploiement de bilan de compétences ou de stratégie de carrière. Et c'est vrai que là aussi, on verra dans nos échanges que cette crise amène à réfléchir à une répartition des rôles et des responsabilités qui peut évoluer. Donc, d'où l'importance aussi de pouvoir permettre à vos collaborateurs de réaliser des bilans de compétences. Troisième champ d'intervention, Pauline. Sur la question du dialogue social et de pouvoir contribuer à son efficacité, ce qu'on accompagne auprès de nos clients, c'est des sujets comme les différents dispositifs qui ont été mis en place ou qui ont vu le jour ces dernières années, dispositifs de souplesse, et c'est de savoir comment ces différents dispositifs légaux peuvent être mobilisés pour contribuer à la performance de l'entreprise. Tout ça en étant dans une logique, bien évidemment, d'intelligence collective et que chacun, direction et représentant du personnel, puisse contribuer à la réussite de l'entreprise. Quatrième champ d'intervention, Alain? En fait, je n'arrive pas à le lire. C'est l'intégrer des innovations RH dans votre entreprise. Oui, donc aujourd'hui, donc tout ce qui concerne aujourd'hui les stratégies d'innovation autour des ressources humaines sont directement liées aux enjeux de transformation que connaissent les entreprises en général et nos clients en particulier, que ce soit dans le domaine de la transformation numérique des entreprises, où là, typiquement, il faut en effet réinventer des champs de compétences nouveaux liés à des contextes technologiques, numériques, et qui sont aussi des enjeux de compétitivité pour nos clients. Nous intervenons aussi dans le cadre de restructuration et l'accompagnement des mobilités collectives. Donc là aussi, cela peut se faire à travers des congés mobilité, classiquement ce que vous connaissez à travers la mise en œuvre, le déploiement de plans de départ volontaire et de PSE, antenne emploi. Nous intervenons également sur dans l'objectif de vous aider à identifier, former et coacher vos talents. Typiquement aujourd'hui, excusez-moi, ça c'est le direct. Hop. Typiquement aujourd'hui, vous êtes aussi amené à vous interroger sur les compétences de demain, identifier par rapport au rebond et par rapport à la manière dont vous allez sortir de cette crise, sur quelles compétences et avec qui vous allez pouvoir travailler. Donc, nous proposons de travailler sur des protocoles d'assessment center pour valider des recrutements ou des mobilités internes. Nous intervenons aussi sur des interventions autour des formations managériales, coaching individuel, coaching d'équipe, etc. Revitaliser, réindustrialiser votre territoire. En tout cas, l'entreprise est directement ancrée sur son territoire d'implantation, bien évidemment. C'est une mission qui est un cœur de métier historique chez BPI. Nous imaginons que dans le contexte actuel, c'est un sujet qui prendra d'autant plus d'ampleur qu'en effet, il faudra peut-être, pour certains, pour un certain nombre d'entreprises, renégocier des obligations sociales et territoriales avec les services de l'État. Et c'est là où nous apporterons notre valeur ajoutée en termes de médiation territoriale pour notamment, en effet, conduire ces processus de revitalisation et de réindustrialisation de façon éthique et également dans une logique de RSE complète. Et enfin, un dernier mot, oui, sur l'appui RH qu'on peut apporter aux TPE, PME et peut-être que certains d'entre vous sont justement concernés. On travaille depuis plusieurs années avec un certain nombre d'OPCO qui référencent régulièrement des acteurs du conseil RH pour accompagner, structurer cette fonction RH qui, dans les entreprises de plus petite taille, manque des fois de moyens et on est là pour permettre au capital humain de prendre toute son ampleur et de développer la performance des entreprises. Merci beaucoup.
Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Peut-être, Pauline, tu nous quelques images vaut mieux que beaucoup de mots. Donc, pour introduire le sujet, nous vous invitons à partager une petite séquence vidéo. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous de mettre par écrit quelques-unes de vos attentes, puisque pour l'instant, vous n'avez pas été très bavard. Du coup, il faut que je sorte, moi? Non, tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. D'accord. Voilà pour en guise d'introduction du sujet. Alors c'est vrai que on est tous, je dirais, concernés par ce qui se passe aujourd'hui et on vit une période exceptionnelle, voire, je dirais, inédite. Et dans cette période je dirais, de Covid-19, il y a vraiment de quoi perdre ses repères, que ce soit en tant que dirigeant, en tant que manager ou en tant que collaborateur, et en particulier en matière de management et de mobilisation des équipes. C'est normal, nous sommes dans ce que nous appelons dans notre jargon RH, dans une période de rupture et une véritable période de chaos. Comme tout le monde le répète, hein, et c'est vraiment une réalité, c'est qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Et pour la plupart d'entre vous, vous sortez d'une période de 3-4 semaines où finalement votre quotidien a été de gérer le ici et maintenant, gérer les injonctions paradoxales entre sauver votre trésorerie, assurer la continuité d'activité, mais également jongler avec les annonces du gouvernement, de quelle manière elles peuvent se concrétiser dans votre entreprise, chômage partiel, pas chômage partiel, assurer proposer de poser les congés payés, pas, et bien sûr j'en passe. Donc c'est en permanence effectivement gérer des injonctions paradoxales et malgré tout continuer à tenir les rênes. Cependant, nous constatons aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous constatons chez nos clients, comme chez nous d'ailleurs, puisque nous aussi nous sommes concernés par cette crise, les débuts d'une nouvelle séquence qui consiste, alors je dis le début, hein, puisque là aussi cette période n'est pas, quand je parle de séquence, c'est réducteur, hein, c'est pas séquencé, mais en tout cas, on voit aborder une nouvelle ère qui consiste à réfléchir comment continuer à exister maintenant et demain en cohabitant avec le Covid-19. Et il n'y a qu'à voir je dirais, les propos du président hier soir. C'est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce virus. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on avance en cohabitant avec le Covid-19. Se pose alors la question de comment continuer, et ça c'est important, comme le disait Marie-Laure en introduction, comment continuer à exister maintenant et demain en cohabitant avec le Covid-19 et se poser comment continuer à mobiliser les équipes une fois l'urgence du premier mois de confinement passé, et alors même que l'avenir reste tellement incertain sur les scénarios de reprise. Donc comment conserver cette mobilisation, comment préparer la suite en s'appuyant sur son collectif. Alors pour cela, nous avons posé le parti de traiter cette thématique, auteur de plusieurs idées forces. Et tout d'abord, de constater qu'aujourd'hui, il est clair que nous vivons une grande période d'expérimentation concrète et contrainte. C'est-à-dire que
qui, il y a encore quelques temps de cela, aurait imaginé que son entreprise allait fonctionner à quasiment 100% en télétravail. Qui, nous, par exemple, dans notre métier, il est clair que nous sommes dans un métier, justement, comme on le disait en introduction aussi, de ressources humaines. Donc, pour nous, le contact, le lien est essentiel, le face-à-face est essentiel. Et aujourd'hui, tous nos accompagnements, que ce soit en individuel ou en collectif, tous nos accompagnements, on va se faire en distanciel, et ça le fait. Donc, c'est vrai que cette période d'expérimentation, contrainte par le Covid, nous permet en même temps d'être un véritable catalyseur d'expérience. La deuxième idée force qu'on souhaitait partager avec vous, c'était que c'était également une période qui nous permet de révéler aussi finalement pas mal de choses. Si on prend le temps d'observer ce qui marche pas, les enseignements qu'on peut tirer de cette période, quelles bonnes pratiques on peut en créer. Et quelles que soient les croyances qu'on peut avoir sur sa propre entreprise, sur ses propres équipes, ses collaborateurs, voire même sur soi-même, et bien finalement, on se rend compte que notre, je dirais, vision des choses peut vraiment, notre perception des choses peut être vraiment modifiée si on prend le temps d'observer ce qui se passe en ce moment. Et puis enfin, je dirais la troisième idée force. Et quelque part, le conseil qu'on peut donner et que l'on se donne aussi à nous-mêmes, c'est aussi reprendre un temps de respiration, remonter à la surface et voir de quelle manière nous pouvons là aussi profiter de cette période pour prendre un peu de hauteur et réfléchir à l'après. Ce que je vous propose peut-être, c'est de revenir sur cette première idée force qui est le fait que nous vivons aujourd'hui une véritable période d'expérimentation. On parlait beaucoup d'expérience collaborateur, expérience entreprise, expérience client. Ben là, nous vivons l'expérience Covid et comment nous pouvons capitaliser sur cette expérimentation. Pauline, je te laisse peut-être la parole. Avec plaisir. Alain, est-ce que tu peux juste avancer? Celle-là. Super. Alors, un petit dessin déjà pour poser le sujet. Effectivement, le management à distance, on en parlait beaucoup, comme d'un sujet présent dans les entreprises, comme d'une nécessité pour adresser des sujets tels que le télétravail, pour répondre à des aspirations de nos collaborateurs, pour répondre à des sujets de mobilité, d'équilibre de vie professionnelle, personnelle. Eh bien, aujourd'hui, contraint et forcé, qu'on le veuille ou non, on a dû mettre en place le télétravail de façon généralisée. Si tu peux juste passer en suivant. Et avec... J'ai juste une question, Pauline. Oui, que vous voyez parce que j'ai l'impression que le slide est petit. Est-ce que tu peux le... Non? Vous le voyez en grand? Là, je suis en plein écran, là. D'accord. Ah, voilà. Ok. C'est moi qui devais avoir la main. C'est mieux? C'est celle-là que tu veux? Ouais. C'est celle-là que tu veux? Ok. Donc, quelques chiffres juste pour poser un peu ce sujet et comprendre l'ampleur du phénomène qu'on est en train de vivre. Effectivement, le recours au télétravail, il y a encore quelques semaines, ça concernait 30% de nos collaborateurs, avec un déploiement de ce dispositif depuis quelques années, notamment depuis 2017, et l'assouplissement de l'encadrement législatif et réglementaire sur le télétravail. Et aujourd'hui, on voit que des entreprises en full remote, comme on peut le dire, comme on peut le lire, c'est-à-dire des entreprises qui fonctionnent à 100% à distance sans avoir de lieu, d'espace où les collaborateurs se réunissent sans avoir de locaux, c'était 2% avant la crise 2019 et c'est aujourd'hui 25%. Donc, c'est une transformation en profondeur, une généralisation de ces pratiques, mais une généralisation qui se fait à marche forcée, avec finalement beaucoup de contraintes, sans préavis, sans préparation, des managers qui n'ont pas toujours là tout de suite les moyens de bien accompagner cette transformation. Et puis des évolutions qui se font, tu le rappelais Cécile, sous la contrainte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bon nombre des salariés, ça n'est pas le télétravail tel qu'on peut l'imaginer
dans des conditions idéales, puisque parfois c'est dans un isolement qui se répète tous les jours, puisqu'il y a le confinement, c'est avec toute la joie de vivre que peut être celle d'une famille, mais qui du coup peut rendre parfois un peu plus compliqué cet isolement nécessaire pour un travail de qualité et pour de la concentration. Et ce qu'on a l'habitude d'entendre et de dire en ce moment avec les clients qu'on accompagne, c'est qu'effectivement, il y aura autant de situations, autant de confinements que de collaborateurs. Ça veut dire des choses sur la capacité à adresser les problématiques de chacun. Et ça veut dire aussi que beaucoup de choses sont expérimentées aujourd'hui. Et peut-être que une des premières préconisations qu'on pourrait nous porter dans cette période-là, c'est de profiter de cet effet catalyseur, profiter pour observer, pour expérimenter, pour tester des nouvelles façons de faire, mais aussi pour corriger et donc apprendre de ces quelques semaines qui sont bien évidemment contraintes, mais qui peuvent finalement permettre à l'organisation d'aller plus vite et plus loin sur un certain nombre de sujets, et notamment sur ce qu'on a identifié comme étant les compétences à développer, c'est-à-dire la confiance, l'agilité, l'écoute, l'intelligence collective et la gestion du temps. C'est, vous le voyez, des compétences qui n'ont rien de nouveau. C'est comme le télétravail, hein, rien de nouveau sous le soleil. C'est des outils qui existaient déjà, des compétences qu'on identifiait déjà comme étant primordiales, les fameuses soft skills. Eh bien, aujourd'hui, elles ne sont pas juste nécessaires, elles sont indispensables. Et il faut pouvoir permettre aux organisations, aux collaborateurs, aux managers de développer l'ensemble de ces compétences. Quelques exemples peut-être pour étayer ce propos sur la confiance, c'est bien évidemment la confiance que les managers doivent pouvoir développer envers leurs managers, sur leur capacité à se mettre au travail, travailler à partir d'objectifs pour partager finalement le sens commun de l'action, et ensuite permettre à chacun de prendre un peu de latitude dans la façon dont il réalisera son travail. Cette confiance, elle est bien évidemment très importante, et elle doit être nourrie par un certain nombre d'outils qui sont co-construits et qui permettent finalement de travailler en autonomie, en responsabilité, et plus que jamais, c'est deux mots qui doivent être cultivés dans les entreprises. Ça veut dire peut-être aussi pour certains managers de mettre en place des points plus rapprochés avec leurs équipes, là où avant un point par semaine ou tous les 15 jours suffisait pour vérifier l'état d'avancement des dossiers. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accélération du temps fait que ces points doivent être peut-être mis en place de manière plus rapprochée. Mais ça veut dire aussi permettre, quand on parle d'autonomie, ça veut dire permettre aussi aux collaborateurs d'être véritablement formés sur des outils type visioconférence pour gagner en confort, pour gagner en souplesse de travail, et donc vraiment pouvoir mobiliser l'ensemble des outils qui sont à leur disposition pour retrouver un peu de confort de travail. Donc cette confiance, c'est une des premières conditions à venir. La question de l'agilité, c'est évidemment une question qui est en permanence questionnée dans les organisations. Et ce sujet-là, il a du sens encore plus aujourd'hui, parce qu'on voit que les besoins changent d'heure en heure, quasiment, de jour en jour en tout cas, de semaine en semaine, ça c'est sûr. Et il y a besoin de pouvoir réajuster le tir. Et ça a du sens de re-questionner régulièrement les pratiques qu'on a mises en place, parce que ce qui était vrai au début du confinement, dans l'urgence de l'organisation, n'est pas forcément aujourd'hui, au bout d'un mois, et ne sera certainement pas vrai à la fin de la sortie du confinement. Donc ça veut dire, cette agilité, c'est re-questionner vos pratiques régulièrement et permettre à chacun aussi de trouver des situations facilitantes pour réaliser son travail. L'écoute, c'est bien évidemment la compétence clé du moment. On se retrouve avec des collaborateurs éparpillés, et peut-être même plus que l'écoute, c'est la question de l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir repérer
auprès de vos collaborateurs les signaux faibles, mettre en place des dispositifs qui vous permettent de surveiller la santé mentale, le sentiment d'isolement, peut-être le surmenage aussi, puisque en fonction des contextes familiaux, ce ne sera pas toujours la même façon de vivre le confinement. Et c'est à chaque manager et à chaque organisation de mettre en place ces outils d'écoute, peut-être pour les directions de former aussi leurs managers à des outils qui permettent de mieux prendre en compte la santé mentale des salariés et de généraliser, ça c'est peut-être quelque chose qu'on voit beaucoup, de généraliser des dispositifs d'écoute qui sont soit internes à l'entreprise, mais peut-être aussi tout simplement redonner le lien vers des dispositifs d'écoute mis en place par des organismes comme la Croix-Rouge par exemple, et qui peuvent permettre aux collaborateurs d'exprimer les difficultés dans lesquelles ils peuvent se trouver face à l'angoisse, face à différents facteurs qui aujourd'hui peuvent amener certains collaborateurs à mal vivre la situation. L'écoute, ça veut dire aussi à vous, dirigeants, managers, de vous écouter vous, de prendre 5 minutes, 10 minutes s'il le faut, pour savoir de quoi vous avez besoin. Et parce que ce sera peut-être un premier moyen de savoir de quoi vos collaborateurs ont besoin. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour vous? Est-ce que vous avez besoin de mieux utiliser votre temps? Est-ce que vous avez besoin de déconnecter? Toutes ces questions-là, si déjà vous y apportez des réponses personnelles, c'est une première grille de lecture que vous pouvez poser pour ensuite aller questionner vos collaborateurs. L'intelligence collective, autre compétence éminemment importante dans cette période, tout simplement parce que personne ne sait à quoi va ressembler le monde de demain. On n'est même pas vraiment sûr à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui, et donc il y a besoin de partager, de reprendre du temps ensemble, trouver des moments pour faire sens. Ce qui était les sujets d'urgence des premières semaines pour maintenir des fois des trésoreries à flot, donc mettre en place différentes choses, c'était bien évidemment l'urgence du moment. Mais aujourd'hui, est-ce que un collectif de travail pourra se contenter de ce type d'action, ou est-ce que les directions doivent au contraire trouver les moyens de redonner du sens à l'action? Pour nous, c'est une conviction, c'est que pour maintenir le lien, il s'agira aussi de trouver un sens commun. Est-ce que c'est celui de la passion du métier? Est-ce que c'est celui de la construction d'une expertise? Est-ce que c'est celui de valeurs qui sont partagées dans l'entreprise, de conviction? En tout cas, il faut avoir ces moments d'exploration collective, et notamment parce que ce sera aussi des moments pour que chacun comprenne ce que l'autre est en train de traverser. Quand vous avez dans un même collectif de travail des salariés qui sont soit encore en train de travailler dans des conditions quasi normales, en tout cas qui continuent à se rendre sur leur lieu de travail, mais aussi des salariés qui sont confinés chez eux à 100% du temps en télétravail, ou encore des salariés qui n'ont plus d'activité puisqu'ils ont été placés en activité partielle, et bien là, vous avez finalement des vécus très différents, et pourtant, au retour, il faudra faire avec l'ensemble de ces vécus et l'ensemble de ces vécus de confinement pour reconstruire un collectif de travail. Donc, ce qui est l'intelligence collective, c'est aussi mobiliser ces sujets-là dès maintenant, à l'aide d'outils qui sont très largement disponibles pour permettre à des pairs d'échanger entre eux. Par exemple, c'est ce que nous, on peut animer sur des séances de co-développement en ligne, où on permet à même des chefs d'entreprise qui sont dans des entreprises distinctes d'échanger entre eux et donc de se faire une meilleure idée des bonnes pratiques dans la période. Dernière compétence finalement qu'on identifie comme essentielle, c'est celle de la gestion du temps. Et à travers ma présentation, j'ai déjà posé un certain nombre de jalons sur ce sujet-là, mais bien évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages de gens qui expliquent qu'ils passent leur temps en réunion, beaucoup plus qu'avant la période de confinement, et qui du coup n'ont plus forcément de temps pour travailler leur sujet de fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi des actions à mener sur
des vade-mecum du droit à la déconnexion, sur la mise en place de MOOC pour apprendre à mieux gérer son temps. En tout cas, voilà, de pouvoir donner à vos collaborateurs des outils pour véritablement gérer leur temps. Et ça, dans la durée, puisque c'est ce qu'on rappelait déjà en introduction, mais ce temps de confinement a déjà duré 1 mois, il va encore durer 1 mois. Et à la reprise, il y aura un certain nombre de sujets à adresser. C'est donc dans une logique de marathon qu'il faut organiser son activité et son organisation, et pas simplement sur du sprint qui ne pourrait pas tenir dans la durée. Merci Pauline. Alors juste peut-être pour faire référence aux quelques questions qui ont émergé pendant la présentation. Alors peut-être une première question de Fabien Lefloc. Mobiliser ces équipes par des projets, mais tournés vers quoi? Le business, le développement d'entreprise, ou plutôt celui des personnes salariées, acteurs de l'entreprise? Est-ce que Pauline ou Alain, vous voulez répondre? Alors, je répète. Oui. Par des projets Pauline. Tournés vers quoi? Le business, le développement de l'entreprise, ou plutôt celui des personnes salariées, acteurs de l'entreprise? Donc, autrement dit, alors, je ne sais pas si la personne qui pose la question dans une entreprise, l'activité a cessé ou qui est encore en cours d'activité. Vas-y, Alain, tu veux intervenir? Oui, du coup, ça permettra peut-être à Pauline d'abord reprendre un petit peu son souffle et puis du coup d'apporter un complément d'information. Aujourd'hui, les projets vers quoi, je dirais, c'est d'abord des projets pourquoi. Et les projets pourquoi, ça a été tout le sens du propos introductif de Cécile et ce qui a aussi été rappelé à l'instant par Pauline. On voit bien qu'il y a une urgence de la situation qui nécessite absolument d'abord de sortir de ce choc psychologique, je dirais, général. Et pour cela, donc, c'est ce sas un petit peu de décompression, recompression qu'il faut passer pour le dirigeant. Ensuite, le projet, oui, le projet, c'est à la fois le projet du moment, c'est-à-dire remettre une machine en route, reprendre le pouls et la température de ses équipes, bien évidemment, mais c'est aussi, je dirais, repenser très vite au business, parce que c'est une période pendant laquelle, je dirais, déjà beaucoup d'opportunités ont déjà été perdues, remises à plus tard, annulées. Il suffit de regarder notamment régulièrement les déclarations de perte de chiffre d'affaires chez un grand nombre de professionnels et d'entreprises. Donc, en effet, projet sur quoi, je dirais, et notamment en ce qui concerne le business, aujourd'hui, on a une grande question de fond qui se pose, c'est que le chaos dans lequel on vient d'être plongé, dans lequel on est plongé, nous oblige, je dirais, un peu à sortir de nos certitudes. Et d'ailleurs, c'était je crois, l'expression exacte qu'a repris le président de la République hier soir dans son allocution, sortir de nos certitudes. Donc, la question qui va se poser, c'est repartir sur des projets de business, oui, mais avec quel niveau d'incertitude, avec quel niveau de certitude sur lequel je pourrais repartir, et surtout, j'ai envie de dire, quel va être l'état d'esprit de préparation dans lequel je vais trouver mes partenaires, clients, fournisseurs, prospects. Donc, le business va à la fois dépendre de ce que je suis capable de remettre en route en termes de vision, volonté, moyens, ressources. Mais en même temps, il faudra aussi que je compte sur, je dirais, cette dimension que je ne maîtrise pas, qui est en effet aujourd'hui l'état de préparation, je dirais, de mes clients, de mes fournisseurs et de mes prospects. Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Est-ce qu'ils sont toujours actifs? Est-ce qu'ils sont aussi remis leur machine en route? Donc voilà, donc les projets vers quoi en tout cas, c'est à la fois des projets tournés vers l'intérieur, nos ressources humaines, nos organisations, nos compétences, mais aussi vers l'extérieur avec nos partenaires. Alors peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Alain, finalement quand je relis la question, la réponse est dans la question comme on dit souvent, et c'est ce que tu viens de dire d'ailleurs Alain, mais nous constatons chez nos clients la mise en place souvent de la cohabitation de plans d'action finalement et de groupes de travail mis en place à la fois sur des problématiques de très court terme. En fait, il y a un séquencement qui est articulé entre le court terme, autrement dit ce qu'il y a à faire, les sujets sur lesquels il faut travailler dans les 15 jours à venir pour faire face à la situation, mais également des groupes de travail orientés plutôt sur des sujets, sur une échéance plutôt de
de moyen terme, et dans cette période-là, le moyen terme est plutôt dans le mois, et puis des projets, des chantiers, des groupes de travail autour des problématiques ou de sujets qui sont plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui long terme. Donc là, on sourit, hein, le long terme, c'est post-confinement. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir nourrir à la fois cette chronologie, ce rapport au temps entre du court terme, du moyen terme et du long terme, mais également, comme le disait Alain, à la fois sur des sujets qui touchent l'interne, l'organisation, les ressources humaines, mais également le business à l'externe. Et enfin, je dirais un troisième point important, et là pour faire référence aussi à la présentation de Pauline, c'est qu'il ne faut pas oublier, là c'est notre aussi coloration, hein, mais l'humain, et autoriser aussi de pouvoir travailler, de pouvoir permettre à vos collaborateurs de réfléchir à comment travailler autrement, comment, avec ces contraintes du distanciel, garder le lien et créer le lien. Donc, et je dirais que ce qui est très important, c'est de pouvoir aussi finalement associer vos collaborateurs sur les solutions d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire de leur faire confiance et qu'eux-mêmes seront en capacité de pouvoir vous proposer des choses. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Pauline ? Oui, très rapidement, mais c'est très complémentaire à ce que vous venez de dire, voire répétitif. C'est que effectivement, ce qui réunit un collectif de travail, c'est avant tout quelque part la raison d'être de l'entreprise, et du coup, il n'y a pas forcément à opposer les collaborateurs et le business ou le futur du business. Donc, c'est trouver plutôt les moyens de lier ces deux sujets et de pouvoir les adresser dans des méthodes d'animation qui vont permettre à chacun de se sentir part entière de l'avenir de la société. Alors, il y a une autre question. Une question concernant les entreprises n'ayant pas maintenu leur activité durant cette période de confinement. Comment garder le contact avec son équipe ? Nous sommes 17. Son équipe qui ne travaille pas. Des sujets d'échange, des outils à proposer. Merci d'avance pour vos conseils. Donc là, la question est quelque part comment garder le lien et garder le lien individuel et collectif alors que l'entreprise est à l'arrêt. Il y a, à mon sens, plusieurs outils. Ça peut être de réfléchir à comment continuer à prendre le pouls du moral des troupes. Donc, il y a un certain nombre de baromètres qui peuvent être mis en place. Et puis, peut-être aussi de se poser la question des actions de formation, du développement des compétences de vos collaborateurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas en situation de travail, mais par contre, vous pouvez leur proposer de travailler tel ou tel sujet qui sera nécessaire à la reprise de l'activité. Parce que ce que tu dis là, c'est dans le cadre de, effectivement, je suppose que si la personne qui a posé la question, si son entreprise est à l'arrêt, je suppose que les salariés sont en chômage partiel, donc ça pose la question de la possibilité de former ses collaborateurs pendant les périodes de chômage partiel. C'est ce que tu penses, Pauline. Ok. Alors, une autre question en période de télétravail généralisé, est-il adroit, utile, nécessaire, pertinent de modifier les méthodes de reporting ou comment ne pas ajouter de la pression confinement? Si je vois la question entière, je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Les méthodes de reporting ou de pression de confinement. Alors moi, je vais peut-être répondre de manière très, je dirais, en partage de pratique également, hein, parce que je pense qu'il faut dissocier. C'est une bonne question parce qu'en fait, il faut dissocier. Pour moi, la période d'urgence et d'apnée qu'on vient de vivre pendant ces 3-4 premières semaines où il a fallu gérer le ici et maintenant, de la période qui commence à s'ouvrir devant nous, où l'idée c'est de comment un mois encore de confinement, voire plus, comment préparer la suite. Autant sur cette période d'urgence, il a fallu, et notamment par rapport à ce que j'évoquais en introduction, gérer toutes les injonctions paradoxales, les annonces du gouvernement et comment les décliner
dans sa propre entreprise, sachant que effectivement la mise en application concrète et les décrets n'étant pas sortis, il a fallu jongler. Et donc là, pour le coup, c'est important, c'est de pouvoir effectivement renforcer malgré tout la maîtrise de certaines informations, de certains indicateurs, et donc la nécessité de pouvoir tenir ces indicateurs, et donc effectivement peut-être créer de nouvelles méthodes de reporting, mais conjoncturelles liées à la situation. Je donne un exemple, par exemple, c'est nous, certains de nos clients qui ont recours au chômage partiel, mais de manière partielle, ont eu besoin de mettre en place des reportings de plans de charge très précis pour évaluer de manière hebdomadaire quel était le plan de charge de ces salariés pour ajuster le taux de chômage partiel à solliciter auprès de la directe. Donc là, c'est cette phase je dirais, de période d'urgence. Après, là où ce que je perçois de la question, hein, c'est que dans la phase qui s'ouvre à nous, et ça rejoint un peu le temps de respiration qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la période est suffisamment stressante, angoissante. Hein, comme on le dit souvent, quelque part, il faut quand même avoir en tête que, alors là, traditionnellement, vous avez tous entendu parler de la courbe du changement, la courbe du deuil, hein, d'Elisabeth Kubler, mais vous savez que on a tous affaire à se promener, à parcourir malheureusement cette courbe de transition, cette courbe du deuil. Et on sait que après la perte d'un être cher, ce qui est le plus impactant, l'une des choses les plus impactantes dans la vie de quelqu'un, c'est la perte de son emploi. Donc là, je laisse juste imaginer ce que aujourd'hui la situation Covid-19 impacte chez les personnes en fonction de leur situation, en fonction de leurs contraintes, en fonction de leur environnement. Entre je dirais la crainte de perdre un proche, la crainte pour sa propre santé, mais également la crainte de perdre son emploi, parce que voilà, on ne sait pas comment va évoluer la situation. Donc imaginez effectivement le choc émotionnel que cela provoque. Donc effectivement, c'est important de l'avoir en tête en tant que manager ou dirigeant, parce que il faut, et là ça rejoint aussi la question précédente, il faut pouvoir créer des espaces où poser ses émotions, des rituels. Alors c'est pas là, je dirais, on voit nous de tout dans les entreprises, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des entreprises ou dans des équipes des rituels hebdomadaires, quotidiens, à travers des teams que vous avez dû mettre en place. Et ce qui est important, c'est, vous savez, les discussions autour des machines à café, c'était quand même malgré tout un moyen vraiment informel de capter la température, la météo des personnes. Et aujourd'hui, on est démunis de ça, donc il faut pouvoir trouver les moyens d'identifier les signaux faibles de votre collectif, de vos équipes, et du coup, effectivement, de pouvoir de manière informelle et je dirais et empathique créer des espaces de temps, des espaces de parole, des espaces de partage, pour autant avoir la pression d'un résultat. Donc ça, c'est important. Et enfin, par rapport à ce que je viens de dire, et Pauline l'évoquait aussi tout à l'heure sur la notion, quand elle abordait la compétence d'écoute, il y a un point essentiel, c'est qu'il ne faut pas non plus vous oublier vous-même dans cette histoire. C'est que on constate aussi chez nos clients que beaucoup d'attention, à ce qui est normal, hein, est portée aux collaborateurs pour les accompagner dans cette période compliquée, mais les managers, les dirigeants, je dirais l'isolement du dirigeant est aussi à prendre en compte, et il faut être vigilant là-dessus pour aussi réfléchir, vous, en tant qu'organisation, comment aussi réserver un temps de réflexion avec vos managers, avec votre comité de direction, pour partager ces émotions. Et vous avez aussi le droit, parce que quand on parle de changement et piloter le changement et piloter la transition, il est clair que vous avez, vous, à la fois à vivre vous-même ce changement, mais aussi à être pilote et à être aux côtés de vos collaborateurs pour accompagner cette période-là. Donc, ne vous oubliez pas dans cette période-là. Alors, je crois que j'ai... je ne sais pas si tu veux... Ouais, j'avais juste peut-être par rapport à la question du reporting,
je ne sais pas si on a complètement répondu à la question. N'hésitez pas à repréciser, dire oui ou non, hein, parce que c'est vrai que là aussi c'est assez frustrant pour tout vous dire de ne pas pouvoir interagir avec vous à l'oral. Donc n'hésitez pas à nous dire si les réponses que nous vous apportons sont satisfaisantes ou complètes ou pas, ou si vous avez besoin de précision. Du coup, je vois une autre. À moins que Pauline, tu voulais rajouter quelque chose, parce que sinon je vois une autre question. Non, c'était plus pour réagir sur la dernière question, justement. Oui. Sur la question du terme télétravail, effectivement, ce qu'on voit parfois, c'est de pouvoir évoquer du télétravail contraint pour le différencier d'une situation de télétravail normale. Et ça, effectivement, ça peut avoir du sens, notamment pour les partisans du télétravail en temps normal, de bien différencier les deux pour que, à la suite de cette période d'expérimentation très particulière, le bébé soit pas jeté avec l'eau du bain, comme on dit, et que cet outil de télétravail puisse être investi de manière sereine dans les organisations. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'on a? Est-ce que vous avez d'autres... Je ne vois pas d'autres questions. Hop. Est-ce que, du coup... Non, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, c'est le moment. Alain, tu veux poursuivre du coup? Oui, dans ce cas-là, on peut peut-être en effet aborder rapidement, je dirais en quelques minutes, je dirais le troisième point, du coup la troisième question qui en effet nous interrogeait sur en fait pourquoi, je dirais, pourquoi se réinventer et pourquoi aujourd'hui on doit se réinventer dans ce contexte. En fait, cette idée, en fait, aujourd'hui, la seule façon d'y répondre, ce qui revient à notre marque de fabrique chez BPI, dans la façon de poser les sujets et d'y répondre, la seule façon de répondre un petit peu à cette question, c'est essentiellement, j'arrête de se poser les trois questions de base, à savoir pourquoi devrions-nous nous réinventer après tout? Deuxièmement, comment le faire? Et troisièmement, en fait, sur quoi on peut faire porter ce travail de réflexion? En fait, pourquoi on doit se réinventer aujourd'hui? D'ailleurs, là encore, le président de la République l'a reconnu pour lui-même en disant que les circonstances qu'il avait vécues et ce à quoi il avait dû être confronté l'obligeaient aussi lui-même à réinventer, à se re-questionner sur son schéma de pensée. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est complètement inédite, qui n'a aucune comparaison dans notre histoire. Et donc, et aujourd'hui, la crise que nous vivons était un scénario qui trouverait aisément sa place dans un colloque sur la théorie du chaos. Donc tout cela pour vous donner, je dirais, l'intensité, je dirais, la dimension de ce que nous vivons. Pourquoi se réinventer aussi? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'impact macroéconomique de cette situation va être lourd. Je relisais hier soir un peu quelques chiffres, je dirais un peu de la Banque de France, qui a d'ores et déjà évalué à peu près à une baisse du PIB de 6%, je dirais, pour le premier trimestre 2020. De la même façon, l'activité devrait être réduite de 32% pendant les 15 jours de confinement du mois de mars. Dans un autre registre, en 2019, il y a eu 52 000 défaillances d'entreprises enregistrées. En comparaison, au moment le plus fort de la crise de 2008, c'est-à-dire en novembre 2019, on avait atteint un pic de 63 500 défaillances, ce qui était quasiment proche du maximum que l'on ait connu dans notre histoire économique, de 64 000 en octobre 1993. Nous craignons que ces chiffres soient malheureusement très vite dépassés au regard de ce que nous vivons. Alors pourquoi aussi nous réinventer? Bien parce qu'aujourd'hui, certes, les mesures d'accompagnement qui ont été proposées par le gouvernement étaient nécessaires, mais pas suffisantes. Et comme le disait tout à l'heure Pauline, les salariés aujourd'hui attendent de leurs dirigeants clairement une vision, un chemin et un espoir. On doit aussi se réinventer parce que tous nos modèles de référence ont volé en éclats. Je prendrai juste quelques exemples qui, là encore, nous ramèneront à des choses qu'on a entendues ou vues. Typiquement, le temps de travail.
nous qui avons été élevés, je dirais, au régime des 35 heures, eh bien aujourd'hui, le travail hebdomadaire peut passer à 60 heures dans le secteur des transports. Des canaux de distribution ont été repensés dans le secteur alimentaire, avec la multiplication spontanée de circuits courts de distribution. L'organisation et le fonctionnement de nos entreprises aujourd'hui sont liés à la compétence numérique des salariés et à leur capacité d'autonomie. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, dans notre conscience collective, on a une idée qui commence à se répandre. Il y aura bien évidemment un avant et un après Covid. Il faudra se préparer à la sortie de crise, à ce rebond. Et surtout, il faudra absolument redevenir acteur de son destin. Alors, la deuxième question derrière ça, c'est comment du coup nous réinventer? Si l'exigence est posée, si on en accepte le défi, eh bien, comment nous réinventer? Eh bien, d'abord, ce que l'on conseille aux dirigeants que nous accompagnons, c'est de se réaligner sur les exigences de la situation. Alors, évidemment, je mets de côté tout ce volet défensif des mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement. Pour moi, c'est un autre sujet. Mais là aussi, Cécile est revenue dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, au cours des 3 dernières semaines, nos clients avaient besoin de quoi? Essentiellement, bien sûr, de comprendre et de bénéficier de ces mesures d'accompagnement, mais c'est aussi de traiter leurs urgences. Organisation du travail, communication auprès des équipes, gestion des encours de production, relations clients. Or, ce que l'on voit, c'est que depuis la semaine dernière, depuis quelques jours, la nature des besoins change. Aujourd'hui, les dirigeants, je dirais, veulent remobiliser leur CODIR, leur comité de direction, veulent remettre à plat leur réflexion stratégique. Et également sur le champ de la communication sociale, nos experts en communication sociale sont mobilisés là aussi pour travailler sur les messages clés et prioritaires à relayer auprès des équipes. Sur le champ de l'entreprise, tout à l'heure la question nous était posée, mais comment se remettre dans une dynamique de business? C'est peut-être aussi l'occasion de peut-être retrouver aussi l'intérêt et les apports de la boîte à outils de la prospective. Et de refaire un exercice de style qui parfois a été souvent oublié, qui est notamment la méthode des scénarios. Et je vous invite notamment à lire la dernière publication de l'association Futurible, qui a lancé un chantier prospectif de la sortie de crise intitulé « Crise du Covid-19, esquisse de scénario à l'horizon 2021-2022 ». La publication de Futurible est très très bien faite puisqu'il nous propose d'ores et déjà 4 scénarios de sortie de crise et sur lesquels, en fait, tout à chacun, chaque entreprise, peut d'ores et déjà se mettre en perspective de redémarrage. Comment nous réinventer? Ça a été dit et très bien développé, bien évidemment par la mobilisation du capital intelligence collective qui existe dans les entreprises. Et bien évidemment, nous devons plus que jamais déployer une agilité stratégique, opérationnelle et de méthode. Donc, du coup, la troisième question, c'est donc du coup nous réinventer pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, en effet, puisqu'il faudra repenser business, il faudra se remettre en ordre de marche, c'est bien évidemment peut-être repenser le projet de l'entreprise post-crise. Sur quelle base allons-nous repartir? Si nous devons remettre en cause nos certitudes stratégiques qui étaient les nôtres depuis toujours, sur quelle base, sur quelles hypothèses de redéploiement ou de redémarrage je vais pouvoir, je dirais, envisager la poursuite de mon activité. Poursuivre également les projets de transformation, qu'elles soient organisationnelles, compétences de demain, culture, valeurs, structure des activités, mais aussi sur des projets de transformation opérationnels. Et là, en effet, tout ce qui est méthode agile, tout ce qui est processus d'amélioration continue, donc toutes les méthodes Lean, aujourd'hui, sont tout à fait pertinentes et doivent être absolument activées. Consolider la cohésion des collectifs, bien sûr, tout à l'heure, dans les compétences clés et dans les moyens, Pauline évoquait notamment des solutions de co-développement en ligne. Il est clair que c'est un modèle tout à fait adapté à travers ce qu'il propose sur des problématiques à traiter dans une logique client-fournisseur. L'engagement des équipes doit aussi être bien évidemment revisité, revérifié. C'est cette prise de pouls qu'évoquait Pauline tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des solutions numériques à notre disposition pour revérifier, retester, réévaluer l'engagement des collaborateurs. Et un dernier point que je souhaite aussi mettre en avant, parce que je pense que
en post-crise, ce sera un élément qui sera important. Retravailler l'attractivité de votre entreprise, notamment, et retravailler votre marque employeur. Une conviction personnelle qui a toutes les chances aussi de me donner raison ou tort, mais c'est aussi la question de mettre en perspective demain. Les candidats qui rechercheront leur poste de demain seront attentifs à quoi au niveau de la marque employeur, comment l'entreprise se sera comportée pendant cette période de crise, vis-à-vis de ses salariés, ce qui aura été fait, une bonne pratique, retour d'expérience exemplaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la façon de regarder l'entreprise en tant que candidat, je dirais, à l'emploi, sera aussi, je dirais, portée par une exigence différente. Et je pense que la crise que nous vivons aura aussi transformé peut-être aussi le profil de ces fameux candidats que nous croiserons demain. Voilà un peu quelques pistes un peu concrètes, un peu que je voulais un peu présenter très rapidement. Elles sont concrètes parce qu'elles sont faciles à mettre en œuvre. Elles ne demandent pas une grande ingénierie et ne demandent pas non plus de grands prérequis. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais aussi, je veux dire, vous proposer en termes d'éclairage et de mise en perspective. Et voilà, donc s'il y a un point de conclusion, je le laisserai à Cécile bien volontiers. Merci Alain. Je pense effectivement que peut-être pour boucler la boucle, comme on le disait, cette période aussi est révélatrice de ce qu'on peut expérimenter, de ce qui peut bien marcher, de ce qu'on souhaite capitaliser pour la suite. Et je pense qu'il faut aussi être vigilant, malgré tout, sur cette période-là, parce qu'on peut avoir le réflexe aussi quand on parle de révélation. Et là, j'en reviens encore à l'individu, aux personnes, de pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce que vous observez des réactions des personnes qui travaillent avec vous et pour vous. Et là, j'en reviens à des grilles de lecture que nous avons l'habitude d'utiliser, nous, quand on intervient dans les entreprises, que vous connaissez certainement, que ce soit le MBTI ou l'intelligence émotionnelle, qui aujourd'hui est particulièrement sollicitée dans cette période que nous vivons et qui fait partie, je dirais, d'une des compétences clés pour réussir à passer cette période. Et je pense que par rapport à ce que vous observez de vos collaborateurs, on pourrait arriver à des conclusions hâtives du type: je sais maintenant sur qui compter, je sais qui peut me suivre dans des périodes difficiles. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit très très vigilant, de bien avoir en tête et de bien prendre le recul sur les modes de fonctionnement des uns et des autres, sur ce qu'ils sont, et plutôt en tirer les conclusions sur comment justement tirer parti des compétences des uns et des autres pour la suite. Se dire par exemple qu'une personne est en fonction des profils du fonctionnement, vous avez des personnes qui sont très à l'aise et qui aiment particulièrement des environnements très structurés, organisés, planifiés, etc. Il est clair qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons aujourd'hui, ces personnes-là sont en inconfort total. Et pour autant, c'est pas parce qu'elles sont pas, je dirais, agiles comme on souhaiterait qu'elles le soient, qu'elles ne seront pas utiles, et qu'elles ne le sont pas d'ailleurs déjà aujourd'hui, qu'elles ne seront pas utiles pour la sortie post-confinement. Inversement, vous avez effectivement dû observer des personnes qui, je dirais, en fonctionnement entre guillemets normal, sont plutôt assez à l'aise sur des situations d'imprévus, plutôt réactives, et qui aujourd'hui finalement vivent la période de manière plus confortable, parce qu'elles fonctionnent, c'est ce qu'on appelle les modes de préférence à MBTI, elles sont à l'aise avec un champ libre et avec une capacité d'innover, de réinventer le ici et maintenant. Et pour autant, là aussi, ces personnes qui sont effectivement précieuses aujourd'hui, parce que du coup, elles font face dans l'immédiat. Ce sont des personnes aussi qui, post-crise, seront utiles en complémentarité des premières. Donc, il faut vraiment travailler sur la synergie, sur la complémentarité des compétences et des attitudes que vous pouvez observer pendant cette période. Et de la même manière pour vous aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction de votre mode de fonctionnement, en fonction de vos préférences professionnelles, l'important c'est de pouvoir aussi compter sur un collectif autour de vous
et de voir de quelle manière, ensemble et avec votre collectif, vous faites face à la situation d'aujourd'hui et de demain, et on parle bien d'intelligence collective. Et donc, l'important, c'est de travailler les synergies. Enfin, ça, c'est pour moi la conclusion. Et nous espérons, à travers ça, que nous avons pu apporter quelques éléments de réponse, en tout cas, au sujet posé. Surtout, c'est vrai que le sujet est vaste, hein, nous pourrions débattre encore longtemps, mais il faut une fin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de compléments d'informations sur les points que nous avons partagés avec vous. Et nous vous souhaitons surtout plein de courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à BPI Group d'avoir partagé son expertise, de tous vos précieux conseils et préconisations. Il y a du travail, je pense, et de la réflexion, pardon. Donc, le prochain webinaire aura lieu vendredi prochain, je perds ma voix. Donc, ça sera avec l'intervention de l'APEC, Céline Carvalho, sur les conséquences justement du Covid-19 sur les enjeux de l'emploi cadre. Voilà, donc un autre aperçu. Voilà, donc je vous dis à vendredi et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.